Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'heure du réel. Pour commencer, je tiens à remercier toutes les personnes qui s'abonnent, commentent et regardent mes vidéos. Merci sincèrement. Voilà, commençons. Ici, nous ne récitons pas une idéologie. Nous ne protégeons pas un camp. Nous ne changeons pas de principe selon le prénom, l'origine, la couleur de peau ou le milieu social de celui qui agit. Nous regardons les faits. Nous recherchons la vérité. Et nous revenons toujours au réel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène présenté comme de l'humour, mais qui repose de plus en plus souvent sur la peur, l'intimidation et l'humiliation d'inconnus. Ce phénomène tient en une formule devenue presque magique. Mais détends-toi, c'était un prank. On vous arrache votre téléphone des mains. Vous pensez qu'on vient de vous voler. Vous paniquez. Vous poursuivez celui qui vous l'a pris. Puis une caméra apparaît. Calmez-vous, c'était une blague. On court brutalement vers une femme. On lui fait croire qu'elle va être agressée. Elle recule, elle crie, elle cherche à s'échapper. Puis plusieurs hommes éclatent de rire. Madame, vous n'avez vraiment aucun humour. On bloque un passant, on lui réclame de l'argent, on l'asperge, on le pousse, on le menace, on filme sa peur. Puis, lorsqu'il commence à se défendre, on prononce le mot magique. Prank. Comme si ce mot annulait tout. Comme si une caméra transformait automatiquement une intimidation en plaisanterie. Comme si la victime avait signé un contrat invisible, l'obligeant à rire de sa propre humiliation. Non, une caméra ne change pas la nature d'un acte. Le mot prank n'efface ni la peur, ni l'humiliation, ni les conséquences. Et surtout, il n'efface pas la victime. Mais il existe un deuxième problème. Dans beaucoup de ces vidéos, les victimes ne semblent pas choisies au hasard. Ce sont souvent des personnes seules, des femmes, des personnes âgées, des salariés incapables d'abandonner leur poste, des individus surpris, oui, ou physiquement moins susceptibles de riposter. Ces prétendus humoristes veulent se donner l'apparence du courage. Mais très souvent, leur courage consiste à sélectionner quelqu'un qu'ils pensent pouvoir dominer sans prendre trop de risques. Cela ne s'appelle pas de l'audace. Ça s'appelle de la lâcheté. Une véritable plaisanterie peut surprendre. Elle peut provoquer un bref moment d'incompréhension. Elle peut créer une situation absurde. Elle peut même, dans certaines limites, provoquer une courte frayeur. Mais l'humour suppose une règle élémentaire. Il ne doit pas reposer entièrement sur la peur réelle d'une personne qui n'a rien demandé. Lorsque vous choisissez un inconnu dans la rue et que vous lui faites croire qu'il va être volé, frappé, agressé, cet inconnu ne participe pas à votre scénario. Il le subit. L'auteur connaît le début. La victime ne connaît rien. L'auteur sait qu'une caméra filme. La victime pense vivre une menace véritable. L'auteur sait qu'il compte peut-être rendre le téléphone. La personne à qui il vient de l'arracher n'en sait rien. L'auteur sait qu'il ne compte peut-être pas frapper. La femme vers laquelle il court ne peut pas lire dans ses pensées. Retenez bien cette différence. Pour celui qui filme, c'est une mise en scène. Pour celui qui l'a subi, la menace est réelle. Pendant quelques secondes, la victime croit véritablement qu'elle est en danger. Son stress est réel. Son accélération cardiaque est réelle. Son sentiment d'insécurité est réel. Sa peur de perdre son téléphone, son sac ou son intégrité physique est réelle. Et c'est précisément cette réaction que recherche celui qui filme. Sans surprise, pas de contenu. Sans peur, pas de réaction spectaculaire. Sans colère, moins de commentaires. Sans humiliation, moins de partage. La peur de la victime n'est donc pas toujours un dommage imprévu. Elle devient le moteur de la vidéo. La victime devient une matière première, destinée à produire des vues. Le mot prank ne sert pas seulement à décrire la vidéo. Il sert surtout à reprendre le contrôle lorsque la victime commence à réagir. Une personne vient de se faire arracher son téléphone. Elle poursuit celui qui l'a pris. Elle crie, elle appelle à l'aide. Puis le créateur montre la caméra. C'était un prank. Le message implicite devient alors: vous n'avez pas le droit d'être en colère. Vous ne devez pas appeler la police. Vous devez accepter que votre peur devienne mon contenu.
Et si vous refusez de rire, c'est vous qui passerez pour ridicule. Voilà l'inversion. La personne qui provoque devient l'humoriste. La personne qui subit devient celle qui manquerait d'humour. L'auteur devient la vedette. La victime devient le problème. Si elle se met en colère, on lui dit qu'elle exagère. Si elle se défend, on la présente comme agressive. Si elle refuse la diffusion des images, on lui explique qu'elle ne comprend pas Internet. Mais cette personne n'a rien demandé. Elle n'a pas choisi d'être filmée. Elle n'a pas accepté de participer. Elle ne connaissait pas les intentions de celui qui l'approchait. Le mot prank devient ainsi un permis autoproclamé de provoquer, d'intimider et d'humilier. Puis, lorsque la situation commence à devenir dangereuse, il sert d'assurance de secours. Entre guillemets, je vous ai fait croire que vous étiez agressé, mais maintenant je vous montre ma caméra, vous devez vous comporter comme si rien ne s'était passé. Non, le réel ne fonctionne pas ainsi. Regardez attentivement ces vidéos. Ne regardez pas seulement ce que fait celui qui filme. Regardez qui il choisit. Pourquoi cette femme seule? Pourquoi cette personne âgée? Pourquoi cet employé derrière son comptoir? Pourquoi ce passant chargé de sacs? Pourquoi cette personne surprise de dos? Pourquoi celui qui paraît calme, isolé ou distrait? Et pourquoi, beaucoup plus rarement, un groupe de plusieurs hommes capables de répondre immédiatement? Parce que ces créateurs calculent, ils observent, ils évaluent les personnes, ils estiment la probabilité d'une riposte. Ils veulent une réaction spectaculaire, mais ils ne veulent pas subir les conséquences de leur provocation. Ils veulent la peur de la victime. Ils ne veulent pas recevoir le coup de poing de la victime. Ils jouent donc les durs devant ceux qu'ils imaginent faciles à intimider. Ils provoquent une femme seule. Ils dérangent une personne âgée. Ils humilient un salarié qui ne peut pas quitter son poste. Ils s'en prennent à un commerçant qui sait qu'une réaction physique pourrait lui coûter son activité ou lui attirer une procédure. Mais face à quelqu'un qui paraît capable de répondre immédiatement, le scénario change souvent. L'audace disparaît, la prudence revient. Le prétendu humoriste comprend soudain qu'il existe des limites. Ce n'est pas du courage, c'est de la provocation à risque calculé. Le courage consisterait à prendre un risque pour défendre quelqu'un. Ici, le risque est transféré à la victime. C'est elle qui ignore ce qui va se passer. C'est elle qui peut paniquer. C'est elle qui peut tomber. C'est elle qui peut traverser une route pour fuir. C'est elle qui peut souffrir d'un problème cardiaque ou d'un traumatisme antérieur. Pendant ce temps, celui qui filme croit contrôler la scène. Mais il ne connaît ni l'état de santé de la personne, ni son histoire, ni ses réflexes. Un jour, une victime ripostera violemment. Quelqu'un tombera. Quelqu'un sera gravement blessé. Et tout le monde prétendra ensuite que le drame était imprévisible. Il ne l'était pas. Parmi les personnes prises pour cible dans les vidéos les plus agressives, les femmes occupent régulièrement une place particulière. Pourquoi? Parce que certains créateurs considèrent qu'une femme seule représente une cible rentable. Elle peut crier, elle peut reculer, elle peut fuir, elle peut rester tétanisée. Sa réaction sera visible, elle donnera une séquence forte, elle suscitera des commentaires, elle produira de l'audience. Mais une femme qui voit un homme ou un groupe d'hommes courir vers elle ne connaît pas leur intention. Elle ne sait pas s'ils veulent plaisanter. Elle ne sait pas s'ils veulent voler son sac. Elle ne sait pas s'ils veulent la frapper. Elle ne sait pas s'ils veulent l'agresser sexuellement. Elle ne sait pas si celui qui tient le téléphone filme une prétendue plaisanterie ou une véritable agression. Elle ne possède pas le scénario. Elle ne connaît pas la fin. Elle ne sait pas jusqu'où ces hommes ont décidé d'aller. Et c'est précisément cette incertitude qui provoque sa peur. On exploite donc des inquiétudes bien réelles. La peur d'être suivi, la peur d'être harcelé, la peur d'être encerclé, la peur d'être agressé, la peur de ne pas pouvoir se défendre, la peur de voir une situation dégénérer. Puis, une fois leur peur obtenue, on ridiculise la femme. Elle est hystérique, elle exagère, elle n'a aucun humour. Regardez comme elle panique pour rien. C'est une double humiliation. On lui impose d'abord la peur,
Ensuite, on se moque d'elle parce qu'elle a peur. L'acteur contrôle le début, il contrôle la durée. Il choisit le moment où il révèle la caméra. Il sélectionne les images. Il réalise le montage. Il décide si le visage de la femme sera montré. La femme, elle, ne contrôle rien. Ce n'est pas une relation humoristique. C'est un rapport de domination. À partir du moment où des femmes sont choisies parce qu'elles sont considérées comme plus faciles à intimider, la question du sexisme doit pouvoir être posée. Il ne s'agit évidemment pas de féminicide. Le mot féminicide décide le meurtre d'une femme en raison de son sexe. Personne n'a été tué dans les scènes dont nous parlons. Employer ce terme serait donc faux. Mais un acte n'a pas besoin d'être un meurtre pour contenir une logique sexiste. Si un homme choisit une femme parce qu'il pense qu'elle lui opposera moins de résistance, s'il exploite sa peur particulière de l'agression, s'il attend d'elle une réaction de panique précisément parce qu'elle est une femme, alors le sexe de la victime participe au choix de la cible. Le droit français prévoit d'ailleurs que certaines infractions peuvent être aggravées lorsqu'il établit qu'elles ont été commises contre une personne en raison de son sexe. Ce mobile doit être démontré à partir d'éléments concrets liés aux actes et aux propos. La règle est donc simple. Pas d'accusation inventée, mais pas d'aveuglement volontaire. Lorsque les mêmes profils de victimes reviennent, on examine les images, on étudie les paroles, on regarde les choix répétés de l'auteur. On ne ferme pas le dossier simplement parce que le mot prank apparaît dans le titre. Certains spectateurs disent également voir revenir, dans les contenus qui leur sont proposés, des femmes perçues comme blanches, occidentales ou non voilées. Ils se demandent pourquoi ils voient beaucoup moins souvent des femmes dont l'auteur pourrait craindre une réaction immédiate de la famille, du groupe ou de l'entourage. Cette question doit être interdite ? Non. Doit-elle être transformée immédiatement en certitude ? Non plus. Nous ne disposons pas d'un recensement complet de toutes les victimes de tous les pranks diffusés sur les plateformes. Les articles consacrés à Hamza rapportent que des personnes, dont des femmes, ont été poussées dans le canal. Mais ils ne fournissent pas un inventaire exhaustif de leur origine, de leur religion ou de leur apparence. Je ne vais donc pas inventer une statistique qui n'existe pas. Je ne vais pas affirmer que toutes les victimes seraient blanches. Je ne vais pas affirmer qu'aucune femme voilée n'aurait jamais été visée. Ce serait mentir. Mais l'absence de statistiques n'interdit pas d'observer les images disponibles et de poser une question. Imaginons un créateur blanc publiant des dizaines de vidéos dans lesquelles il humilie, asperge ou terrorise presque uniquement des femmes voilées. La question serait posée immédiatement. Pourquoi choisit-il ces femmes ? Leur religion supposée influence-t-elle son choix ? Existe-t-il un mobile islamophobe ? Et ce seraient des questions légitimes. Alors le même critère doit fonctionner dans tous les sens. Si un créateur semble viser répétitivement des femmes perçues comme blanches ou non musulmanes, la question du choix des victimes doit également pouvoir être examinée. Pas pour condamner quelqu'un sans preuve, pour vérifier. Même curiosité, même niveau de preuve, même règle. L'égalité ne consiste pas à avoir un mobile discriminatoire dans un sens et à interdire jusqu'à la question dans l'autre. Là, je vais parler du cas Hamza, dit la douane. L'affaire Hamza, surnommée la douane, a mis en lumière plusieurs de ses dérives. Il s'agit d'un adolescent mineur devenu viral autour du canal Saint-Martin à Paris. Les médias ont donné des âges différents, certains parlant de 13 ans et d'autres de 14 ans. Des vidéos le montrent aspergeant des passants, des cyclistes, des policiers et poussant des personnes dans le canal. Il avait également instauré une sorte de faux péage. Certains cyclistes devaient lui donner 2 € pour éviter d'être aspergés. Lui-même expliquait qu'il arrosait les gens avant de partir en courant. Posons les questions simplement. Pourquoi un passant devrait-il payer pour circuler tranquillement dans un espace public ? Pourquoi devrait-il accepter d'être aspergé ? Pourquoi une femme devrait-elle accepter d'être poussée dans un canal parce qu'un adolescent et ceux qui le filment trouvent la scène amusante ?
Pourquoi celui qui refuse devrait-il ensuite être présenté comme celui qui pose problème? Les faits rapportés ne se limitaient d'ailleurs pas à des arrosages. RTL indiquait qu'il avait été placé en garde à vue le 27 juin pour des faits de violence en réunion et de dégradation qu'il disait être sous contrôle judiciaire et avoir reçu des amendes pour baignade interdite. Mediapart a ensuite rapporté qu'il avait passé 48 heures en garde à vue dans une enquête concernant le vol d'un téléphone qu'il conteste. Une garde à vue n'est pas une condamnation. Une accusation contestée ne doit pas être transformée en culpabilité définitive. Ce n'est pas une excuse morale, c'est une obligation factuelle et juridique. Mais les comportements visibles dans les vidéos peuvent, eux, être critiqués pour ce qu'ils montrent. La question centrale reste donc celle-ci. Comment des comportements imposés à des passants ont-ils pu être transformés en attraction médiatique? Pendant plusieurs jours, on a fabriqué un personnage, une mascotte, une vedette du canal, un adolescent que des journalistes venaient interroger comme une attraction parisienne. Le Parisien l'a présenté comme une mascotte controversée. Pendant ce temps, les personnes qui subissaient les scènes devenaient des figurants. La femme poussée dans l'eau? Un figurant. Le cycliste bloqué? Un figurant. Le passant aspergé contre son gré? Un figurant. Le serveur dont la terrasse était arrosée pendant son service? Un figurant. Celui qui impose la situation devient la vedette, celui qui l'a subie disparaît. Il faut ici éviter une affirmation fausse. On ne peut pas dire que la police n'a strictement rien fait. Il y a eu plusieurs interventions, des amendes, des gardes à vue, un contrôle judiciaire déclaré par l'adolescent. La loi n'a donc pas totalement disparu dans cette affaire. Mais cette réalité ne clôt pas le débat. Parce qu'une question demeure. Pourquoi a-t-il fallu une succession d'images virales, de provocations et d'interventions avant qu'une limite paraisse réellement visible? Une autorité n'est pas seulement jugée au nombre de contrôles qu'elle effectue. Elle est jugée à sa capacité à faire cesser un comportement. Lorsqu'un adolescent explique publiquement qu'il arrose, qu'il part en courant et qu'il recommence, le public voit surtout que la limite ne produit pas immédiatement son effet. Il voit que les comportements continuent. Il voit que la notoriété augmente. Il voit que les médias arrivent. Il voit que celui qui provoque devient un personnage. C'est ainsi que naît le sentiment d'impunité. Il ne faut pas inventer une instruction secrète ordonnant de le laisser faire en raison de son origine. Nous n'en avons aucune preuve. Mais il est légitime de se demander si la peur de la polémique, l'hésitation institutionnelle, le manque d'encadrement familial et la recherche médiatique du spectacle ont collectivement contribué à laisser la situation s'installer. Le vrai principe doit être universel. La loi ne doit regarder ni le prénom, ni le quartier, ni la capacité de certains militants à déclencher une polémique. Elle doit regarder les actes et protéger ceux qui les subissent. Après les images, une nouvelle justification est apparue dans le débat public. Hamza agirait ainsi parce que certains jeunes manqueraient d'activité, parce qu'ils ne partiraient pas suffisamment en vacances, parce que la culture serait difficilement accessible, parce que le cinéma coûterait trop cher. Un article de Bodyblog a notamment replacé l'affaire dans le contexte de la canicule, des inégalités d'accès aux vacances et de la baisse des moyens consacrés aux activités culturelles et sportives. Discuter de l'accès aux loisirs est parfaitement légitime, mais utiliser ce contexte pour atténuer les actes est autre chose. Depuis quand le prix d'un billet de cinéma autorise-t-il à prendre des inconnus pour cible? Depuis quand l'ennui donne-t-il le droit d'emmerder ceux qui passent tranquillement dans la rue? Depuis quand le manque supposé d'activité transforme-t-il une femme assise au bord d'un canal en exutoire gratuit? Des millions de jeunes trouvent le cinéma trop cher. Des millions de jeunes ne partent pas en vacances. Des millions de jeunes s'ennuient. Ils ne poussent pas pour autant des femmes dans l'eau. Ils ne réclament pas 2 € passants. Ils n'arrachent pas des téléphones. Ils n'intimident pas des inconnus pour produire des vidéos.
Le manque d'argent explique que l'on renonce à une sortie. Il n'explique pas que l'on choisisse une victime de substitution. Et l'idée selon laquelle il n'existerait aucune activité accessible aux jeunes à Paris est fausse. Les collections permanentes des musées de la ville parisienne sont largement gratuites. Le pass jeune permet aux 14-25 ans d'accéder à de nombreuses activités culturelles, sportives et de loisirs gratuitement ou à tarif réduit. Des espaces jeunesse du 18e arrondissement proposent un accueil gratuit ainsi que des activités sportives et culturelles. Le pass culture donne également accès à des offres de cinéma et à d'autres activités culturelles. Tout n'est pas gratuit. Toutes les familles n'ont pas les mêmes possibilités. Tous les dispositifs ne sont pas également connus ou accessibles. Mais Paris n'est pas un désert absolu dans lequel la seule occupation disponible consisterait à harceler les passants. Et même si aucune activité gratuite n'existait, le raisonnement resterait inacceptable. Car une société ne peut pas fonctionner selon cette règle. Donner gratuitement des loisirs à certains jeunes, sinon ils risquent de s'en prendre aux autres. Ce n'est plus une politique culturelle, c'est une forme de rançon sociale. Cela revient à dire aux citoyens respectueux, payez davantage, offrez davantage, organisez davantage, sinon vous ne pourrez pas vous plaindre lorsque certains viendront vous importuner. Non! L'accès à la culture est utile, le sport est utile, les activités pour la jeunesse sont utiles, mais elles ne sont pas le prix à payer pour obtenir un comportement simplement civilisé. Le respect des autres n'est pas une prestation que la société doit acheter. C'est la règle minimale de la vie collective. Cette excuse révèle aussi une forme de paternalisme particulièrement méprisante. Certains commentateurs prétendent défendre les jeunes issus des minorités. Mais regardons ce que leur raisonnement signifie réellement. Ils semblent expliquer que ces jeunes seraient incapables de distinguer le bien du mal si la société ne leur offre pas suffisamment de loisirs. Qu'ils seraient incapables de maîtriser leur comportement lorsqu'ils s'ennuient. Qu'ils seraient incapables de comprendre qu'une femme n'est pas un jouet, qu'un passant n'est pas un exutoire et qu'un espace public n'est pas leur propriété. Est-ce cela les respecter? Non. C'est leur appliquer un standard inférieur. C'est supposer qu'on ne pourrait pas leur demander la même maîtrise, la même responsabilité et le même respect qu'aux autres. Pour un jeune ordinaire, on parle d'éducation, de choix et de limites. Pour un jeune présenté comme appartenant à une minorité, certains cherchent immédiatement une cause extérieure. Le quartier, la pauvreté, la canicule, l'ennui, le cinéma trop cher, le manque de vacances, la société qui n'aurait pas suffisamment organisé ses journées. À force, l'individu disparaît complètement. Il ne serait plus responsable de rien. Tout serait toujours la faute de son environnement. Mais Hamza est un être humain, pas une créature privée de volonté, pas un mécanisme entièrement commandé par son quartier, pas quelqu'un qui serait incapable de réagir pas quelqu'un qui serait incapable de réfléchir avant d'agir. Le traiter comme un être humain, c'est aussi considérer qu'il peut comprendre une règle, qu'il peut entendre le mot non, qu'il peut répondre de ses choix dans les limites prévues pour son âge, qu'il peut réparer, qu'il peut évoluer, et qu'il n'a pas besoin que des adultes transforment chacun de ses actes en conséquence automatique d'une injustice sociale. Ce paternalisme prétend protéger. En réalité, il rabaisse. Il enferme certains jeunes dans l'idée qu'on ne pourrait jamais attendre d'eux la même responsabilité que des autres. Voilà une véritable inégalité. On peut évidemment discuter de l'accès des jeunes aux loisirs. On peut demander davantage de sport, davantage de culture, davantage d'encadrement, davantage de présence adulte. Mais cette discussion ne doit jamais servir à effacer les victimes. Parce que pendant que certains commentateurs parlent du prix du cinéma, personne ne demande à la femme poussée dans le canal si elle avait, elle aussi, les moyens d'aller au cinéma. Personne ne demande aux passants aspergés s'ils traversent une situation difficile. Personne ne cherche les causes sociales de la peur de la femme intimidée ou de la colère du commerçant dérangé pendant son travail. La sociologie semble fonctionner dans un seul sens.
Elle sert à expliquer l'auteur, jamais à comprendre celui qui subit. Le problème n'est pas d'étudier le contexte. Le problème est d'utiliser le contexte comme une gomme. Une gomme qui efface la responsabilité. Une gomme qui efface les actes. Une gomme qui efface les victimes. L'ennui peut expliquer pourquoi un adolescent cherche une occupation. Il n'explique pas pourquoi cette occupation doit consister à imposer sa volonté aux autres. Le prix d'une place de cinéma peut expliquer pourquoi il ne va pas voir un film. Il n'explique pas pourquoi il pousse une femme dans l'eau. Le manque de vacances peut expliquer une frustration. Il ne donne aucun droit sur le corps, les biens ou la tranquillité des passants. Une explication peut aider à empêcher la répétition. Elle ne doit jamais devenir une absolution. Après la diffusion des images, une partie du débat s'est rapidement déplacée vers l'identité de Hamza. Le fameux média Mediapart a publié un article intitulé Hamza la douane, quand le racisme nie l'enfance. Pathétique. Le journal présente le mineur comme un collégien d'origine maghrébine, devenu un symbole de l'insécurité pour l'extrême droite, puis développe l'idée d'une désinfantisation qui le priverait du regard protecteur dû aux enfants. L'ouverture de l'article place explicitement l'identité arabe du mineur au centre du récit. Voilà un choix éditorial. Le sujet de départ était est-il normal d'imposer ces comportements à des passants? Le cadrage devient pourquoi certains s'acharnent-ils sur un enfant d'origine maghrébine? L'identité de l'auteur devient la grille principale. Les personnes importunées passent derrière. Le problème n'est pas de condamner les insultes raciales qui ont pu circuler. Une phrase suffit. Elles n'ont rien à faire dans le débat. Fin de la parenthèse. Nous n'allons pas consacrer 10 minutes à nous excuser d'abord. Pardon. Nous n'allons pas consacrer 10 minutes à nous excuser d'aborder les actes. Notre sujet reste celui-ci. Des personnes ont subi des comportements qu'elles n'avaient pas acceptés. Lorsque le média transforme l'auteur en victime centrale, celui qui a été poussé, arrosé ou intimidé devient presque invisible. Et celui qui critique les actes doit commencer par prouver qu'il possède la bonne moralité avant d'avoir le droit de parler. C'est là que naît le sentiment de deux poids deux mesures. Mais ce sentiment n'a pas besoin d'être répété pendant toute la vidéo. Le principe tient en 3 phrases. Un acte doit être analysé selon les mêmes critères, quel que soit le prénom de son auteur. Une victime doit être considérée de la même manière, quelle que soit son apparence. Et un média ne devrait pas remplacer l'examen des faits par une bataille identitaire. Les Français voient que l'État peut être extrêmement efficace avec les citoyens les plus faciles à identifier. L'automobiliste possède une plaque, le commerçant possède une adresse, l'artisan est déclaré, l'agriculteur possède des terres et du matériel, le salarié répond aux convocations. Ces personnes sont faciles à contrôler, faciles à trouver, faciles à sanctionner. Lorsqu'un comportement provocateur est répété publiquement, filmé et diffusé pendant plusieurs jours, le public voit parfois autre chose. Des interventions qui ne semblent pas mettre immédiatement fin aux actes. Une médiatisation qui transforme l'auteur en personnage. Une succession d'explications. Puis une accusation morale dirigée contre ceux qui demandent une limite. C'est cela qui nourrit le sentiment de deux poids deux mesures. Il ne faut pas transformer cette expression en argument unique. Toutes les affaires ne sont pas identiques. Toutes les décisions ne s'expliquent pas par la même cause. Mais il ne faut pas nier ce sentiment lorsqu'il repose sur un contraste visible entre la puissance administrative exercée contre certains et l'hésitation ressentie face à d'autres comportements. Une autorité qui sanctionne principalement ceux qui lui opposeront le moins de résistance ne paraît pas forte. Elle paraît choisir les cibles les plus faciles. La même réactivité doit s'appliquer aux intimidations, aux violences et aux agressions déguisées en contenu. Sans traitement collectif, sans haine, mais sans faiblesse.
Une généralisation qui rend des millions de personnes responsables des actes de quelques individus reste fausse. Un individu n'est pas responsable de ce que fait un autre individu parce qu'il partage une origine ou une religion supposée. Mais les amalgames ne sont pas combattus en niant les comportements visibles. Ils sont combattus en identifiant clairement les auteurs, en condamnant leurs actes et en rappelant que chacun répond individuellement de ce qu'il fait. Lorsqu'un public voit revenir des comportements semblables, puis constate que leur critique est immédiatement disqualifiée, la confiance disparaît. Les citoyens ont l'impression qu'on leur demande de ne pas croire ce qu'ils voient, qu'on leur demande de relativiser ce qu'ils subissent, qu'on leur demande de comprendre constamment l'auteur, mais rarement la victime. Cette mécanique produit de la colère. Le meilleur moyen d'empêcher qu'un comportement soit attribué à une population entière n'est pas d'interdire d'en parler. C'est de le condamner assez clairement pour qu'il ne puisse pas être présenté comme toléré, défendu ou représentatif. A l'inverse, lorsqu'un média répond systématiquement à un fait par une accusation morale contre celui qui le décrit, il ne calme pas la colère, il l'augmente. Une réalité interdite à nommer ne disparaît pas, elle devient plus explosive. Mais il serait trop facile de réduire le phénomène à un seul adolescent. Hamza n'est qu'un exemple. Il n'est pas l'origine du problème. La culture du prank agressif existait avant lui et continuera après lui. Sur les plateformes, on trouve des vidéos consistant à prendre le téléphone d'un inconnu, faire semblant de voler son sac, courir vers une femme seule, bloquer une personne âgée, provoquer un vigile, insulter un commerçant, entrer dans un lieu privé pour y créer volontairement du désordre, faire croire à quelqu'un qu'un groupe va le frapper, menacer une personne, puis révéler la caméra lorsqu'elle commence à se défendre. Le créateur ne cherche plus nécessairement une idée drôle, il cherche une réaction. Plus elle est forte, plus la vidéo fonctionne. La peur produit des commentaires, la colère produit des partages, la dispute maintient les spectateurs devant l'écran, le scandale crée de la notoriété. Et la notoriété peut devenir de l'argent, des abonnés ou une carrière. Le système récompense donc celui qui repousse les limites. Un premier créateur fait semblant de voler un téléphone, le suivant doit faire plus fort. Un autre ajoute un groupe d'hommes. Un autre utilise une arme factice. Un autre choisit une personne encore plus vulnérable. La surenchère devient inévitable. À mesure que les plateformes récompensent le choc, l'humour disparaît. Il ne reste plus que la violence mise en scène. Il y a une affaire, l'affaire dite d'Amine Morito, montre jusqu'où cette logique peut aller. En 2025, cet influenceur s'est filmé dans les rues de Paris en faisant croire à des passants qu'il venait de les piquer avec une seringue. Très drôle, vraiment, bravo. Les victimes ignoraient que les seringues étaient vides. Elles croyaient subir une attaque réelle. Une victime s'est vue reconnaître 7 jours d'interruption totale de travail en raison du choc traumatique. Le 3 octobre 2005, le tribunal correctionnel de Paris a condamné l'influenceur à 12 mois d'emprisonnement, dont 6 avec sursis. Cet exemple résume tout. La seringue était vide, mais la peur ne l'était pas. Aucun produit n'a peut-être été injecté, mais la victime n'en savait rien. Et c'est précisément son ignorance qui donnait de la valeur à la vidéo. Sans croyance au danger, pas de panique. Sans panique, pas de séquence spectaculaire. Sans séquence spectaculaire, moins de vues. La peur n'était pas une conséquence imprévue. Elle était le moteur du contenu. La justice a regardé les actes, pas l'étiquette prank placée sous la vidéo. Le droit ne juge pas uniquement le titre d'une vidéo. Il examine les actes, l'intention, les circonstances, les conséquences. Prendre le téléphone d'une personne et partir avec peut, selon les faits et l'intention réelle, relever du vol. Obtenir de l'argent par la violence, la menace ou la contrainte peut relever de l'extorsion. Des comportements répétés qui dégradent les conditions de vie d'une personne
et portent atteinte à sa santé physique ou mentale peuvent relever du harcèlement. Et lorsqu'une véritable violence est commise, le fait de l'enregistrer sciemment peut, dans les situations prévues par l'article 222-33-3 du Code pénal, constituer un acte de complicité. La diffusion de certaines images de violence peut être punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Cela ne signifie pas que chaque caméra cachée constitue automatiquement une infraction. Chaque situation dépend de ses faits précis. Mais une chose est certaine, écrire prank sous une vidéo ne suspend pas le code pénal. L'auteur ne décide pas lui-même de la qualification juridique de son comportement. Il ne peut pas arracher un téléphone, menacer une personne ou provoquer une panique, puis déclarer unilatéralement que tout cela était de l'humour. Ce sont les actes qui déterminent la qualification, pas le rire des amis, pas le nombre de vues, pas le titre choisi sur TikTok. Lorsqu'un mineur devient célèbre en imposant ses comportements aux passants, la responsabilité ne repose pas uniquement sur lui. Où sont les adultes? Où sont les parents? Où sont ceux qui filment? Où sont ceux qui republient? Où sont ceux qui l'encouragent parce qu'il leur rapporte de l'audience? Un adolescent recherche souvent les limites. C'est précisément pour cela que les adultes doivent les poser. Le féliciter parce qu'il est devenu viral n'est pas l'aider. Le transformer en mascotte n'est pas le protéger. Lui expliquer que toutes les critiques viennent uniquement de personnes malveillantes n'est pas l'éduquer. C'est lui apprendre que la notoriété efface les conséquences. La justice pénale des mineurs est adaptée à l'âge et au discernement. Un mineur capable de discernement peut être poursuivi et sanctionné avec des juridictions spécialisées et une priorité importante accordée aux mesures éducatives. Cela ne signifie pas nécessairement la prison. Il existe d'autres réponses. Une réparation envers les victimes, la suppression des contenus, des excuses, une mesure éducative, un travail sur les conséquences, une interdiction temporaire de fréquenter certains lieux lorsque cela est justifié, une responsabilisation réelle des parents et une réponse renforcée en cas de répétition. La sanction n'est pas toujours l'ennemi de l'éducation. Elle peut en être le commencement. Ce qui détruit parfois un jeune, ce n'est pas la limite, c'est l'absence totale de limite. Ces vidéos n'auraient pas la même importance sans les plateformes. Le créateur gagne des vues. Le compte qui republie gagne de l'audience. La plateforme gagne du temps d'attention. Les médias gagnent un sujet polémique. Mais la victime, elle ne gagne rien. Elle perd le contrôle de son image. Elle perd sa tranquillité. Son moment de peur peut circuler pendant des années. Elle peut être reconnue, moquée, transformée en mème. Elle n'a pourtant jamais accepté de devenir un personnage. Le règlement européen sur les services numériques, le DSA, est un règlement européen, pas une directive. Il oblige notamment les plateformes à mettre en place des mécanismes permettant de signaler les contenus illicites et impose aux plus grandes d'entre elles des obligations supplémentaires concernant certains risques systémiques. Le DSA ne signifie pas que chaque plaisanterie de mauvais goût doit être supprimée sur ordre politique. Mais lorsqu'une vidéo montre une véritable violence, une menace ou un contenu illégal, sa popularité ne le place pas au-dessus du droit. La monétisation devrait être suspendue pendant l'examen d'un signalement sérieux. La victime devrait disposer d'un moyen rapide de demander le retrait des images. Et les comptes qui construisent systématiquement leur audience sur la peur non consentie d'inconnus devraient subir de véritables conséquences. Tant que l'humiliation rapportera davantage que le respect, les limites continueront d'être repoussées. Ce qu'il faut changer. Premièrement, lorsqu'une vidéo montre une intimidation, un faux vol ou une violence réelle, les autorités doivent examiner rapidement les actes. Pas la réputation numérique de l'auteur, pas son nombre d'abonnés, pas son origine, les faits. Deuxièmement, lorsque les victimes semblent choisies en raison de leur sexe, de leur âge ou de leur vulnérabilité, cette sélection doit être étudiée. Et lorsqu'une répétition réelle du même profil ethnique ou religieux apparaît, la question du mobile discriminatoire doit pouvoir être examinée selon les mêmes critères dans tous les sens. Troisièmement,
Les plateformes doivent cesser de monétiser automatiquement la peur des victimes. Un signalement crédible portant sur une violence ou une menace devrait suspendre les revenus liés à la vidéo jusqu'à son examen. Quatrièmement, les personnes filmées doivent retrouver une place centrale. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'auteur, de son humour, de son enfance, de son quartier, de son parcours, de son audience. Mais qui demande à la victime ce qu'elle a vécu? Qui demande si elle accepte que son visage circule? Qui lui demande si elle conserve une peur? Qui lui propose une réparation? Cinquièmement, les adultes doivent cesser d'abaisser leurs exigences selon l'origine supposée du jeune. Un mineur appartenant à une minorité n'est pas un être humain diminué. Il n'a pas besoin qu'on lui invente une incapacité permanente à comprendre les règles. Il a besoin de limites, d'éducation, de responsabilité, comme les autres. Sixièmement, les médias doivent cesser de transformer chaque affaire en guerre identitaire. Lorsqu'un acte est dénoncé, qu'il commence par vérifier l'acte, pas le vote supposé de celui qui proteste, pas son origine, pas la catégorie dans laquelle ils veulent enfermer l'auteur. Les faits d'abord, les victimes ensuite, l'idéologie jamais. En conclusion, la culture du prank agressif n'est pas simplement une forme d'humour raté. Elle révèle une époque dans laquelle la peur des autres est devenue une source de divertissement. Elle révèle des créateurs qui veulent se donner l'apparence du courage, mais choisissent souvent des personnes qu'ils pensent pouvoir intimider sans grand risque. Des femmes seules, des personnes âgées, des individus isolés, des salariés qui ne peuvent pas répondre librement. Ce n'est pas de l'audace, c'est de la lâcheté mise en scène. Et oui, vous êtes des lâches. Elle révèle aussi une société qui parle énormément des auteurs et beaucoup moins des victimes. On analyse l'enfance de celui qui provoque, son quartier, son origine, son parcours, ses difficultés, le prix du cinéma, le manque de vacances, la canicule. Mais la femme poussée dans l'eau, le passant auquel on arrache le téléphone, la personne terrifiée par une seringue, le commerçant dérangé pendant son travail, eux disparaissent presque immédiatement. Nous devons remettre les victimes au centre, pas parce qu'elles appartiennent au bon groupe, pas parce qu'elles servent une idéologie, simplement parce qu'elles ont subi les actes. Une caméra n'est pas une immunité. Le mot prank n'est pas une immunité. La jeunesse n'est pas une immunité totale. La popularité n'est pas une immunité. L'origine n'est pas une immunité. Le quartier n'est pas une immunité. Et l'accusation automatique de racisme ne doit pas devenir un bouclier empêchant toute discussion sur les actes. De la même manière, une impression ne doit pas être transformée en preuve simplement parce qu'elle correspond à ce que nous voulons croire. C'est cela le réel. Dire ce qui est établi. Poser les questions que les faits justifient. Refuser les excuses automatiques. Et refuser de mentir dans un sens comme dans l'autre. Ce n'est pas parce qu'une agression est filmée qu'elle devient une plaisanterie. Ce n'est pas parce qu'une victime est une femme qu'elle devient un accessoire de tournage. Ce n'est pas parce qu'un jeune s'ennuie que la société lui doit une rançon culturelle pour qu'il respecte les autres. Et ce n'est pas parce qu'un auteur appartient à une minorité qu'il devient interdit de parler de ses actes. Une société juste ne choisit pas les victimes qu'elle accepte de défendre. Elle ne choisit pas non plus les auteurs qu'elle ose sanctionner. Elle applique les mêmes principes à tous, sans mensonge, sans faiblesse, sans excuse permanente, sans obsession raciale. C'est cela l'heure du réel. Regardez les actes, écoutez les victimes, dénoncez la lâcheté, refusez le paternalisme, posez des limites et revenir toujours aux faits. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci. Dites-moi dans les commentaires de ce que vous pensez de cette culture du prank, du choix des victimes, de l'excuse du manque d'activité et du traitement médiatique de l'affaire Hamza. Pensez à vous abonner, à partager cette vidéo et à suivre l'heure du réel pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. Ici, nous ne suivons pas un camp, nous cherchons la vérité et nous regardons le réel. À très bientôt et merci. Au revoir.